Bonsoir et merci pour m'avoir invité à cette conférence. Faut que je parte ici. Excusez-moi pour la voix, mais j'ai un peu pris froid ces derniers jours avec le temps qui est toujours changeant. Donc je vais présenter une perspective un peu différente. Je viens du monde académique. Et donc je vais essayer de présenter un panorama d'un certain nombre d'études subjectives qui ont été faites afin d'estimer la qualité visuelle de vidéos qui est streamée sur HTTP, soit avec du MPEG-Dash ou avec d'autres protocoles. Et j'aimerais aussi mentionner qu'en fait, c'est en grande partie une de mes postdocs, Francesca De Simone, qui a fait ce travail. Elle aurait dû être ici pour présenter, mais finalement, elle n'a pas pu venir, donc c'est moi qui suis venu. Donc je vais brièvement donner quelques indications en SUCOS, on en a déjà parlé, quelques éléments sur QoE, et en quoi Dash ou les systèmes OTT sont différents en termes des artefacts, des distorsions qui peuvent être introduites dans une vidéo. Et ensuite, je vais présenter un certain nombre de résultats pour la QoE sur Dash, en tirer quelques conclusions au niveau de l'impact des interruptions lorsqu'on a un rebuffering de la vidéo. Avec Dash, on peut passer d'une version de la vidéo à une autre version en changeant la qualité, la résolution spatiale ou temporelle. Donc, quels sont les impacts, quelle est la stratégie à adopter pour faire ces switches de manière optimale et comment converger plus tard. Je n'aurai pas la solution, mais comment, en intégrant ces éléments, essayer par la suite de développer une méthode qui sera plus optimale et qui fournira une meilleure qualité à l'utilisateur final. Donc QoS, on en a déjà parlé, donc c'est vraiment au niveau principalement du réseau, du système, qu'on peut extraire un certain nombre de paramètres qui ont une influence. Néanmoins, c'est dur de traduire ces paramètres en ce que l'utilisateur final, celui qui paye pour le service, perçoit à la fin. Et donc c'est un peu cette notion de qualité d'expérience qu'on utilise à toutes les sauces. Donc ici, j'aimerais un peu m'étendre sur ce qu'on entend par qualité d'expérience. Ce n'est pas simplement la qualité de la vidéo reçue chez les utilisateurs, c'est une notion qui est beaucoup plus complexe. En fait, pour ceux qui sont intéressés, il y a un projet européen qui s'appelle Calinet, qui a produit un rapport technique qui essaye de définir cette notion de qualité d'expérience, où ils ont écrit un très long rapport qui s'étend sur les différents aspects. Mais il y a à la fois au niveau vraiment du service multimédia, des éléments. Alors, la qualité visuelle du signal, c'en est un, la qualité de l'audio éventuellement, mais il y a d'autres éléments, l'interface et la facilité à utiliser le système, le prix. Si vous payez cher pour quelque chose, vous avez des attentes qui sont différentes de si vous avez un service qui est gratuit, mais aussi l'utilisateur qui est un élément clé. Il peut y avoir des attentes différentes en fonction de l'application, en fonction de son contexte d'utilisation, etc. Et donc vraiment, pour essayer de définir cette notion de qualité d'expérience, il faudrait essayer de prendre en compte tous ces paramètres, ce qui est certes quelque chose de très complexe. Néanmoins, le but des études subjectives, c'est d'essayer de percevoir ce que l'utilisateur final reçoit comme satisfaction à la fin de son expérience. Donc, au niveau des protocoles pour l'estimation subjective de la qualité, essentiellement, ces protocoles peuvent se diviser en deux catégories. Il y a les tests subjectifs qui sont faits dans des environnements très contrôlés, donc typiquement des laboratoires. Il y a un certain nombre de recommandations de l'UIT qui sont définies. Par exemple, BT500, qui a été développé pour la télévision, qui est une recommandation assez ancienne, mais qui est la référence dans ce domaine, où on définit vraiment quel est l'environnement dans lequel on va visionner des images. Donc, c'est contrôler l'illumination, la distance par rapport à l'écran. Il y a différents protocoles qui sont définis afin d'afficher des images soit côte à côte, avec une référence, sans référence, etc. La manière dont on va noter la qualité. Donc, il y a toute une méthodologie qui est derrière. Comment contrôler vos utilisateurs aussi, par exemple, vérifier leur acuité visuelle. Pour qu'un test soit efficace, il faut également entraîner, bien expliquer aux utilisateurs quel est le but du test.
Également, une fois que vous avez obtenu des données de vos utilisateurs, comment les interpréter, faire une analyse statistique, trouver s'il y a des outliers, les éliminer, etc. Donc BT500, essentiellement, définit un certain nombre de méthodologies pour ces tests subjectifs. Par la suite, il y a d'autres recommandations qui existent. Alors, par exemple, le P910, qui est aussi de l'UIT, qui est plus destiné aux applications multimédia. Une autre approche pour faire des tests subjectifs qui est très différente, c'est de travailler dans un environnement qui n'est pas contrôlé. Alors, une méthode qui est très à la mode actuellement, c'est de faire du crowdsourcing. Par exemple, en utilisant le Mechanical Turk de Amazon, vous pouvez mettre des vidéos sur un site, vous payez des utilisateurs, pas un très grand montant, et les gens vont noter les vidéos. Alors, évidemment, vous n'avez aucun contrôle, très peu de contrôle sur la manière dont ils vont faire ce test. Ils peuvent mettre des choses un peu au hasard, donc ça peut être important de bien analyser les résultats, par exemple, faire des tests pour voir si la personne est bien en train de regarder la vidéo. Vous pouvez mettre des choses bizarres et demander à la fin du test s'ils ont perçu quelque chose. Donc ça vous permet d'éliminer les personnes qui trichent, entre guillemets. Et donc c'est une méthode qui permet de très rapidement obtenir un nombre de scores subjectifs avec comme inconvénient qu'on n'a pas du tout contrôlé, donc il faut prendre ces résultats de manière avec précaution. Une autre méthode, par exemple, quand on utilise Skype, on a eu quelques exemples au début de cette conférence où il y avait des difficultés. Quand vous utilisez Skype, à la fin de la conversation, vous avez une fenêtre où vous pouvez noter est-ce que la communication était de bonne qualité, de mauvaise qualité, etc. C'est une autre manière d'obtenir un score subjectif de votre utilisateur en fonction de ce qu'il a perçu du service. Évidemment, des tests subjectifs, c'est relativement complexe à mettre en œuvre et souvent on aimerait des métriques, des méthodes objectives pour mesurer la qualité, où essentiellement il y a 3 approches qui existent, des approches dites full reference. Donc là, on suppose qu'on connaît l'original, donc on a une version sans distorsion du signal, et on va comparer cette version originale à une version qui a été traitée, donc par exemple compressée, transmise, etc. Et en comparant les deux, on peut essayer de voir est-ce qu'il y a eu des distorsions introduites. Typiquement, pour des images, voire de la vidéo, les métriques full reference, dans beaucoup de cas, donnent des très bonnes corrélations avec des tests subjectifs. Néanmoins, lorsqu'on veut concrètement mettre en œuvre des outils, par exemple, avoir dans un client une façon automatique de monitorer la qualité, l'original n'est pas à disposition. Et donc, il faut trouver d'autres approches qui permettent d'estimer la qualité sans supposer qu'on connaît l'original. Et donc, il y a 2 approches qui s'appellent no reference, où dans ce cas-là, on suppose qu'on ne connaît rien du tout sur l'original, et une approche intermédiaire qui s'appelle reduced reference. Alors, dans le cas no reference, on n'a que la version traitée, qu'on peut essayer d'analyser, de voir si on peut détecter des distorsions, par exemple des effets de blocs. On sait plus ou moins où les blocs vont se trouver, donc on peut essayer de voir est-ce qu'il y a des blocs qui apparaissent dans l'image. Évidemment, c'est un problème qui est plus dur que l'approche full reference. Dans certains cas, on peut, en supposant qu'on a une certaine connaissance de la distorsion qui est introduite, on peut obtenir des résultats satisfaisants. Et la méthode intermédiaire, c'est de transmettre avec la vidéo un certain nombre de features qu'on a extraits de l'original, avec un débit très faible. Mais ces features vont aider à améliorer l'estimation au niveau de la réception, l'estimation de la qualité de la vidéo qui a été reçue. Et donc, il y a également des recommandations de l'UIT pour des approches objectives pour estimer la qualité. Donc, il y a la recommandation J341 qui est VQM, qui est une approche relativement ancienne. Et plus récemment, pour l'IPTV, il y a une recommandation P1201. Maintenant, pour en venir aux aspects QoE avec Dash, donc ici, juste pour illustrer les spécificités de Dash, sans aller trop dans les détails, typiquement, on a un serveur HTTP qui va avoir un certain nombre de versions du contenu. Ces versions seront à différents débits, typiquement.
Ces versions sont obtenues en changeant la résolution spatiale, la résolution temporelle et les paramètres de compression, typiquement le pas de quantification qui est utilisé dans la compression vidéo, ce qui permet de produire des versions à différents débits et évidemment également à différentes qualités. Et le client Dash qui regarde sa vidéo va faire des requêtes au serveur qui va lui envoyer des paquets, des chunks, et le client pourra éventuellement passer d'une représentation à l'autre en fonction de la qualité de sa connexion réseau. Par exemple, si sa connexion est très bonne, il peut passer à une qualité supérieure, avec un débit supérieur. Si sa connexion n'est pas très bonne, il va devoir diminuer sa qualité et passer à une version inférieure. Et donc on parle de chunks, de petits paquets qui correspondent à un segment de vidéo qui aura une certaine caractéristique au niveau de la résolution spatiale, temporelle et des paramètres de compression. Alors, ici, notre perspective est essentiellement pour un réseau donné qui va nous livrer des paquets, qu'est-ce qu'on peut faire à la fois au niveau du serveur et du client afin de maximiser la qualité de la vidéo perçue. Au niveau du serveur, on peut faire un certain nombre de choses. Lorsqu'on compresse le contenu, on a une certaine connaissance de ce contenu. On peut savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'activités temporelles, il y a beaucoup de détails au niveau spatial de la vidéo. On peut essayer d'en tirer des conclusions sur la qualité des différentes versions. Par exemple, si on a une vidéo avec très très peu de mouvement, peut-être que passer une cadence temporelle très élevée n'a aucun sens, parce que de toute façon, il y a très peu de mouvement. Au contraire, si la vidéo a beaucoup de mouvement, si c'est du sport, avoir une résolution temporelle plus fine peut être intéressante. Donc on peut, au niveau du serveur, lorsqu'on construit les différentes versions du contenu, on peut exploiter la connaissance spécifique du contenu afin d'optimiser ces différentes réalisations du contenu qu'on est en train de produire. Et au niveau du client, on peut optimiser la stratégie lorsque le client va faire des requêtes de paquets, comment switcher d'une version à l'autre de manière optimale afin de maximiser sa qualité. Alors, par rapport aux approches précédentes qui typiquement faisaient de la transmission vidéo sur IP, par exemple, avec Dash, on n'a pas de perte de paquets. Donc on n'a plus ce type d'artefact qui était souvent dominant pour du streaming vidéo sur IP. Par contre, on a principalement deux effets. On peut avoir une interruption en rebuffering de la vidéo, qui est due au fait qu'on va avoir un buffer on the flow. Et donc le player doit s'arrêter jusqu'à ce qu'il reçoive suffisamment de données pour redémarrer. Et avec le fait qu'on a plusieurs représentations du contenu, on peut passer d'une représentation à l'autre, donc switcher d'une version à l'autre. Et ces switches vont avoir une influence sur la qualité de la vidéo. Et donc, dans les études subjectives que je vais présenter, on va essayer d'identifier quels sont l'impact de ces événements, quels sont les paramètres qui sont importants afin de quantifier leur influence sur la vidéo, sur la qualité de la vidéo. Donc on va principalement se concentrer sur le fait d'interrompre la vidéo, le fait de switcher d'une version à l'autre, et comment ces deux propriétés peuvent interagir l'une avec l'autre également. Donc maintenant, je vais présenter un certain nombre de questions sur ces différents points et des études subjectives qui ont aidé à répondre à certains de ces points en identifiant quelles sont les conclusions qu'on peut tirer en fonction de la qualité visuelle obtenue avec des études subjectives. Alors, concernant le rebuffering, donc l'interruption de la vidéo, tout le monde est à peu près unanime sur le fait que c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est gênant pour l'utilisateur. Néanmoins, on ne peut pas toujours l'éviter et ça peut être important de comprendre quel est l'impact de ces interruptions sur la qualité perçue en fonction de la fréquence de ces interruptions ou de leur durée. Et donc, il y a des études qui ont été faites. Donc, les plus récentes
utilisent du streaming sur HTTP. Il y a des études plus anciennes, avant l'apparition de ce OTT, qui ont également étudié des problématiques différentes dans le cas de vidéos sur IP, où on peut aussi avoir des effets de rebuffering. Et donc, de ces études, on peut en tirer un certain nombre de leçons. La première, c'est qu'il y a un seuil en dessous duquel on ne va pas percevoir une interruption. Et ce seuil est approximativement 80 millisecondes. Donc si l'interruption est en dessous de ce seuil, l'utilisateur final ne va rien voir du tout. Évidemment, si c'est au-dessus, il va le percevoir. Ensuite, lorsqu'il y a interruption, excusez-moi, l'utilisateur, en général, préfère une seule interruption qui est plus longue comparée à plusieurs interruptions plus courtes. Donc, dans le protocole, il faut essayer plutôt de limiter le nombre d'interruptions, quitte à ce qu'elles soient plus longues. S'il y a plusieurs interruptions, il est préférable, d'après ces études subjectives, que ces interruptions soient plutôt régulières au lieu d'être irrégulières au cours du temps. Et dans le cas où on visionne de longues vidéos, il a été montré qu'on peut tolérer des interruptions de l'ordre de 400 millisecondes. Alors, elles seront perçues, mais elles resteront tolérables selon les études subjectives qui ont été faites. Concernant le switching de version du contenu, donc on fait l'hypothèse que chaque représentation a un débit différent. Donc, ce débit est obtenu soit en modifiant la résolution spatiale, soit la résolution temporelle, ou soit les paramètres de codage. Ça peut être une combinaison des trois également, évidemment. Et donc, on va parler de encoding switch lorsqu'on a modifié les paramètres de codage, de compression. Donc, essentiellement, c'est le paramètre de quantification qu'on applique dans la compression vidéo. On va parler de switch spatial lorsqu'on change la résolution spatiale et de switch temporel lorsqu'on change la résolution temporelle. Et on va voir que ces différents switches ont des effets différents sur la qualité perçue. Alors déjà, on peut se poser la question, quelle est l'importance de l'amplitude et de la fréquence du switch? En particulier, est-ce qu'il vaut mieux réduire ou switcher de manière abrupte une seule fois, ou bien faire des switches progressifs en faisant plusieurs à la suite? Et donc là, il y a des études qui ont été faites sur Dash. On a également des effets assez similaires lorsqu'on parle de vidéo scalable. Dans la vidéo scalable, on a aussi un flux qu'on peut décoder à différentes résolutions ou différentes qualités. Par exemple, en utilisant SVC, qui est une extension de H264 AVC. Et donc là, on a une problématique qui est un peu similaire. Et donc certaines de ces études subjectives ont été faites sur des méthodes de compression scalables. Et la principale conclusion qu'on peut tirer de ces études subjectives, c'est qu'il est préférable d'avoir des transitions douces plutôt que des transitions abruptes. Et l'amplitude de la variation doit être faible, sinon le changement sera perçu comme nuisible, même si on peut parfois augmenter la qualité, mais si on augmente puis on baisse la qualité en changeant très rapidement, l'utilisateur va être ennuyé et il est préférable de rester à une qualité en moyenne plus basse, mais sans switcher. Et on peut également identifier un certain nombre de seuils au niveau de l'amplitude des changements. Par exemple, au niveau des paramètres d'encodage, dans cette étude, ils ont montré qu'on ne devait pas excéder un changement d'un QP par 4 valeurs de QP lorsqu'on veut changer le paramètre de quantification. Dans le cas de changement de résolution temporelle, on peut aller jusqu'à un tiers du framerate précédent. Et dans le cas de changement de résolution spatiale, il ne faut pas dépasser la moitié de la résolution précédente.
Donc ça donne des indications sur quelles sont l'amplitude des changements qu'on peut faire sans être nuisible pour la qualité perçue. Et si on dépasse ces valeurs-là, probablement qu'il faut faire plusieurs switches de plus petite amplitude. Néanmoins, ces études sont toujours relativement complexes et il est également montré que dans certains cas, lorsque les changements de qualité sont relativement faibles en différents switches, le fait de switcher souvent est moins nuisible parce que dans ce cas-là, les amplitudes restent petites et seront beaucoup moins préjudiciables pour la qualité vidéo. La deuxième question qu'on peut adresser, c'est est-ce qu'il est préférable de faire des variations courtes mais fréquentes ou au contraire des variations longues mais peu fréquentes. Donc, par exemple, on peut passer d'une version à l'autre relativement souvent ou au contraire garder la même version pendant des périodes plus longues. Les études subjectives qui ont été faites sur ces problèmes montrent qu'il faut essayer de limiter la fréquence des changements de qualité. C'est préférable d'un point de vue visuel. Et donc la fréquence de ces variations doit être réduite autant que possible. Par contre, dans le cas où on veut changer les paramètres de compression ou la résolution spatiale, une basse fréquence peut limiter l'impact de la visibilité de ces changements de qualité. Néanmoins, si en changeant la qualité, on peut en moyenne produire une qualité vidéo plus élevée pendant une très longue période, dans ce cas-là, ça peut être préférable de faire des switches fréquents. Et dans le cas de changement de résolution temporelle, il semble qu'on soit beaucoup plus tolérant à ce niveau-là, donc cette fréquence n'est pas aussi nuisible comparée au changement de résolution spatiale, au changement des paramètres de codage. Et donc la dernière question qu'on peut se poser lorsqu'on veut essayer d'optimiser une stratégie de switching, c'est est-ce qu'il est préférable de rester à la qualité actuelle ou est-ce qu'il est préférable de switcher? De nouveau, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Donc le message à nouveau, c'est qu'il est préférable de garder une qualité constante, avoir des pics en changeant fréquemment est très mal perçu. Donc il faut, même si on reste à une qualité qui est inférieure, c'est préférable plutôt que d'avoir des pics où par moment on aura une qualité supérieure, mais on va osciller entre deux versions assez rapidement. Donc rester à une qualité inférieure est préférable au fait de devoir changer et parfois devoir diminuer la qualité. Et donc, en conclusion, et ça peut être paradoxal, il est parfois préférable de ne pas obtenir le débit maximum en moyenne. Merci. Essayer de maximiser le débit que l'utilisateur final reçoit n'est pas forcément la meilleure stratégie. On pourrait penser que si on maximise le débit, on va maximiser la qualité perçue. Eh bien non, en maximisant le débit, on risque d'introduire des switches fréquents. Et dans ce cas-là, maximiser le débit n'est pas la meilleure stratégie. Il est préférable de limiter la fréquence des switches. Par contre, si on veut switcher à une qualité supérieure, pour autant que la durée à laquelle on va rester à cette qualité supérieure est suffisamment longue, dans ce cas-là, il est préférable de switcher. Et si la qualité actuelle constante est très très basse, de toute façon l'utilisateur ne sera pas très content. Dans ce cas-là, il est préférable de switcher que lorsqu'on peut, pour au moins avoir une certaine qualité acceptable pendant certaines périodes.
Ensuite, il y a d'autres considérations à prendre en compte. En tout cas, lorsqu'on fait des études subjectives, il semble que la dernière portion de la séquence vidéo joue un plus grand rôle que le début de la vidéo. Alors ça peut être un effet du protocole, parce qu'en principe, on montre une séquence à l'utilisateur et les utilisateurs doivent à la fin noter cette séquence, noter sa qualité. Et c'est très possible qu'ils soient plus influencés par la dernière image qu'ils ont gardée. Donc peut-être pour un utilisateur dans une vraie application, cet effet n'est pas vrai, mais en tout cas, lorsqu'on fait des études subjectives, on peut noter cet effet-là qui est notable. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut prendre en compte les caractéristiques du contenu. Une scène très différente, si on regarde du texte avec beaucoup de changements de scène, le fait que la scène soit très complexe va en quelque sorte masquer les changements, les switches qu'on peut faire au niveau de la représentation. Et dans ce cas-là, des switches fréquents vont être moins perceptibles si la scène est très bruitée, entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup d'activité, et donc on aura moins l'occasion de porter son regard sur une partie précise. Au contraire, les changements de qualité seront plus visibles lorsqu'on a des scènes qui sont calmes. Donc, par exemple, si on a un panning relativement long de la caméra, si on a des scènes où la caméra suit un objet, dans ce cas-là, notre regard aura tendance à se porter sur ces objets-là, et des changements des switches vont être plus facilement visibles. Également, ça dépend de la clarté de la scène. Si on a beaucoup, par exemple, de contours, dans ce cas, la résolution spatiale joue un rôle relativement important, et des changements de résolution spatiale vont être plus facilement visibles, comparé à une scène où il y a très très peu de détails. Si on change la résolution spatiale, on ne va pas voir de très grandes différences. Un autre aspect qui est très important, c'est deux éléments qui sont en opposition. C'est le délai initial avant de démarrer la vidéo et le nombre d'interruptions qu'on va avoir dans une vidéo lors de son playback. Évidemment, plus le délai initial est élevé, moins on risque d'interruption par la suite, vu qu'on aura bufferisé plus de données. Donc on peut se poser les questions, quel est l'impact de chargement initial sur la qualité visuelle perçue, et quel est l'effet combiné du chargement initial et des interruptions de la vidéo. Et la conclusion, c'est qu'en fait le chargement initial joue un rôle minime sur la qualité perçue. Donc les utilisateurs sont plus tolérants s'il y a un délai initial qui est plus élevé, mais ça va réduire le nombre de rebuffering par la suite. Par contre, ce buffering initial toléré peut dépendre du type d'application, du contexte applicatif dans lequel on opère. Donc là, c'était très bref, c'était court, je ne sais même pas si j'ai peut-être déjà dépassé mon temps. J'ai présenté un certain nombre de résultats sur des études subjectives afin d'essayer d'identifier quels sont les paramètres importants dans un système de streaming sur HTTP en fonction de la qualité perçue de la vidéo. Le facteur dominant, c'est la fréquence des interruptions. Un autre paramètre qui est très important, c'est lorsqu'on switch d'une représentation à l'autre, quelle est l'amplitude du switch. Et il faut essayer de garder cette amplitude limitée. Néanmoins, il faut également souligner que ces études subjectives qui sont faites dans des environnements contrôlés, typiquement utilisent des vidéos relativement courtes. Souvent, on a des séquences de 10-15 secondes qu'on va afficher de manière successive avec différentes versions. Et donc, on est dans un contexte qui est quand même relativement différent
d'utilisation normale d'un service de vidéo. Et donc, on peut toujours se poser les questions, est-ce que ces résultats sont directement applicables dans ces contextes applicatifs qui sont quand même légèrement différents. Et en particulier, ce qui rend difficile le développement de tests subjectifs et par la suite de métriques objectives pour Dash, c'est que la qualité de la vidéo change de manière relativement importante au cours du temps, en fonction par exemple des caractéristiques du réseau. Et donc, on peut avoir des portions de la vidéo qui sont de bonne qualité, des portions qui sont de mauvaise qualité. Souvent, lorsqu'on fait des tests subjectifs, on demande une note à la fin. Ce n'est pas une méthode très efficace pour percevoir une qualité qui est variable. Ça marche très très bien lorsqu'on a une qualité qui est relativement constante. Et si on a une vidéo dont la qualité change de manière assez notable au cours du temps, avoir une seule note à la fin pour estimer sa qualité va certainement pas être capable de vraiment estimer ce qui s'est passé dans le visionnage de cette vidéo. Un deuxième aspect qui rend le scénario relativement complexe, c'est qu'on a beaucoup de terminaux de type très différents, avec des réseaux différents, des réseaux sans fil, avec fil, des attentes des utilisateurs qui sont également différentes. Si vous regardez une vidéo sur votre téléphone dans la rue, vous n'avez pas forcément les mêmes attentes que si vous regardez chez vous sur votre PC. Et donc, tous ces éléments font que c'est une problématique qui est relativement complexe. Il y a probablement encore beaucoup de travail à faire, que ce soit au niveau de tests subjectifs, et par la suite, idéalement, développer des métriques objectives qui arrivent à en tout cas extraire une partie de ces informations. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, j'aimerais aussi remercier, on a un certain nombre de collaborateurs qui ont contribué de manière directe ou indirecte à cette présentation que j'aimerais donc remercier ici. Voilà, je vous remercie. Une dernière chose, dans les slides, je ne sais pas si les slides sont distribués par la suite. Elles sont donc, accessibles. Il y a également une liste de références si vous voulez approfondir certains aspects. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des études qui se sont intéressées à la qualité perçue entre la fréquence, le framerate par rapport à la résolution? Est-ce qu'en gros, il faut mieux être à 15 images secondes en HD ou être à 25 images secondes en SD? Alors j'ai un slide pour ça, en fait j'avais passé parce que j'avais beaucoup trop de choses. Et donc celui-là, je l'ai passé. Il faut que je le retrouve. Voilà, on est là. Alors, il n'y a pas une réponse à la question. Ça dépend du contenu. Ça dépend du niveau de qualité à laquelle on est, etc. En règle générale, là juste pour préciser, c'est des études qui ont principalement été faites sur SVC, donc pas sur Dash, mais probablement que les résultats peuvent toujours être utiles dans le contexte de Dash. Donc lorsqu'on est à bas débit, il est plutôt préférable de limiter la résolution pour garantir moins de distorsion de compression. Ensuite, la qualité spatiale est en règle générale plus importante que le framerate, en tout cas à bas débit. Par contre, lorsqu'on est à très haut débit, on a plutôt tendance à être le contraire. Maintenant, ça dépend aussi du type de contenu, de la quantité de mouvement dans le contenu. Par exemple, si vous avez une séquence où il n'y a aucun mouvement, vous augmentez le framerate, ça ne va pas gagner grand-chose. Par contre, si c'est une scène typiquement de sport, le framerate va avoir un impact beaucoup plus grand. Donc, il n'y a pas une réponse, ça dépend de beaucoup de paramètres. Une autre question et après on va enchaîner. Oui, bonjour.
Je voudrais savoir s'il y aurait une étude sur un seuil à partir duquel, pour un certain device, les utilisateurs ne constateraient plus d'évolution de qualité. Intuitivement, on se dirait que de mettre du 1080p sur un iPhone, ça aurait plus trop de sens et que ça serait plus trop visible par rapport à mettre du 720p, mais est-ce qu'on sait où se situe la limite Sur un seuil comme ça, c'est... À ma connaissance, j'ai pas vu d'études qui l'ont regardé. On s'est posé la question, nous, dans le cas de Dash, si je reviens au début. Lorsqu'on fait nos différentes représentations sur le serveur, est-ce qu'une représentation est utile ou pas? Parce qu'effectivement, à un certain moment, on peut avoir plus de représentations, mais la qualité va saturer, on ne va plus voir la différence. Et on a essayé de regarder, et clairement, on a observé qu'à un certain moment, ça sature, mais de nouveau, ça peut dépendre du contenu, ça va dépendre du contexte, du device, etc. Donc, pour vraiment répondre à la question, il faudrait faire des études déjà sur beaucoup de devices différents, avec des contenus de caractéristiques différentes qu'il faudrait essayer de classifier en certaines catégories pour pouvoir vraiment arriver à un seuil. Mais à ma connaissance, ça n'a pas encore été fait. C'est certainement une chose qui pourrait être utile. Il faudrait redescendre la densité de pixels du device, en fait. À partir de ça, on peut savoir si une résolution importante ne sert à rien, puisque la densité de l'écran... Il y a tout Dailymotion qui t'entend pas. Je disais que ça avait un rapport avec... Ça marche pas. Tant qu'on ne redescend pas la densité de pixels du device qu'on utilise, on ne peut pas brider vraiment le débit. Enfin, on ne peut pas brider le nombre de profils. Se dire, par exemple, 1 méga, ça suffit. Plus l'écran est petit, plus on va saturer sur la qualité. Tout à fait. Ouais. Donc, tant qu'on n'a pas l'information qui redescend, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'information... tant qu'on ne sait pas sur quel device on est, on ne peut pas décider réellement ça. On peut pas ou bien c'est le device de lui-même qui se bride tout seul, qui dit en fait, 1 méga, Full HD. Dans Dash, c'est le device qui fait la requête de paquet. Voilà. Donc le device, lui, connaît ses caractéristiques. C'est à lui de le brider. Quoi. Et lui peut choisir. Mais néanmoins, au niveau du serveur, on peut savoir est-ce que 2 représentations qu'on est en train de produire sont différentes au niveau visuel de manière notable, quel que soit le device. Pour empêcher le device de... Voilà. Et donc là, on peut faciliter en fait la vie du device, de ne pas lui proposer des représentations qui vont de toute façon pas faire de différence. Celle du CDN aussi, accessoirement. Ouais. Aussi Merci Frédéric.